J'ai essentiellement travaillé dans différents ministères. J'ai été chef de projet, responsable produit, jusqu'à directeur du numérique au ministère de la Culture, à la tête donc de la transformation d'une DSI d'une centaine de personnes pour implémenter le mode produit en plein cœur de la crise Covid. Et aujourd'hui, je travaille dans une start-up deep tech, rien à voir, mais je suis toujours directeur produit et informatique. Et si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire que j'ai assisté ou piloté à un certain nombre de transformations, où il était question de produits et d'approches centrée utilisateur. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que j'ai très majoritairement ressenti lors de ces transformations, à savoir un sentiment d'échec et de frustration. Parce que à chaque fois, j'ai eu l'impression de m'épuiser à essayer de tout changer pour que, au fond, rien ne change vraiment. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. D'ailleurs, vous êtes beaucoup dans cette salle, juste pour essayer de comprendre. Je vais juste essayer de comprendre à qui j'ai affaire. Je voudrais vous embêter avec un rapide sondage. Simplement, levez la main. Qui est-ce qui, dans cette salle, travaille en ce moment sur une transformation pour implémenter le mode produit? Ok. Et maintenant, gardez la main levée, s'il vous plaît, et gardez uniquement la main levée si vous avez l'impression que les choses avancent réellement et que c'est en train de changer en profondeur. J'ai perdu les zapettes, voilà. Bon, merci. Et donc voilà, je voudrais vous parler de mes frustrations et de mes échecs, mais surtout de la conviction que j'en ai tirée. Et le problème, c'est, de mon point de vue, de traiter le mode produit, ou le produit, comme une nouvelle méthode à déployer et à expliquer. Alors qu'en réalité, on se bat contre les symptômes d'un mal qui est bien plus profond. Et pour vous en parler, je ne vais pas vous présenter une nouvelle méthode, je ne saurais pas le faire. Je vais juste vous raconter une histoire, celle de mon expérience au ministère de la Culture, où après quelques tâtonnements, on a fini par arrêter d'essayer de repeindre la carrosserie et on a essayé de changer le moteur. Alors, mauvais bouton. La situation initiale de mon histoire, elle est très classique pour une direction informatique. C'est celle d'un système d'information qui a sédimenté par strates jusqu'à devenir bien trop vaste par rapport à la capacité des équipes à le maintenir. Le ministère de la Culture, c'est un petit paquebot avec environ 10 000 personnes, des centaines de métiers différents et une direction informatique qui a rarement été au cœur des préoccupations des ministres. J'ai eu la chance, comme je vous le disais, d'être nommé directeur du numérique de ce ministère 3 mois avant la crise Covid. Et donc, une fois un peu l'urgence du moment particulière passée, j'ai pu poser un diagnostic qui se résume à 3 constats majeurs. Le premier, c'est ce que j'appellerais l'archipel des monolithes. Tout le SI reposait sur un principe simple, un besoin métier égale une application. Ça a plein d'avantages, mais avec le temps, ça a créé une multitude d'applications qui par nature sont silotées, techniquement ça ne peut pas se parler. Et la conséquence, c'est que toutes les ressources, elles passent dans la maintenance. Les délais de refonte, ils explosent, les délais de nouveaux projets aussi. Ça nourrit un shadow IT, puisqu'il faut bien que les utilisateurs travaillent quand même. Et donc tout ça, c'est un cercle vicieux assez infernal, qui fait que amplifier le problème. Le deuxième constat, c'est l'externalisation massive et par défaut. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les organisations publiques. L'immense majorité des informaticiens, je dis informaticiens au sens très large du terme, sont des prestataires. Là aussi, ça a plein d'avantages, mais il faut savoir le gérer si on ne veut pas perdre totalement la maîtrise du code et devenir complètement dépendant. Et dans notre cas, malheureusement, on avait fini par devenir que des chefs de projet à gérer des budgets et des plannings sans avoir aucun levier sur la construction en elle-même. Et le troisième constat, qui est plus récent, et que j'ai d'ailleurs contribué à créer, c'est la multiplication des infrastructures. Parce que pour accélérer les projets, et puis aussi simplement pour appliquer la doctrine de l'État sur le cloud, on avait commencé à utiliser massivement des solutions SaaS ou des infrastructures managées.
Et à chaque fois, on le faisait en choisissant la meilleure solution pour chaque projet. Mais résultat, on multiplie les infrastructures, on multiplie les coûts, on perd la maîtrise et la vision d'ensemble de nos couches basses. Alors, face à ça, en bon ingénieur que je suis, j'ai appliqué une méthode que je connaissais, que j'avais expérimentée, avec succès par le passé, notamment lors de la création du Pass Culture. C'est une méthode qui était et qui est toujours très à la mode au sein des administrations, qui s'appelle Startup Data. L'idée de base d'une startup d'État, c'est ce que j'ai essayé de résumer ici, c'est vous confier un sujet à une équipe intégrée, produit, métier, tech, vous donnez une autonomie complète à cette équipe et elle travaille avec une approche terrain. Donc, globalement, on pose une hypothèse, on construit un prototype, on le met le plus vite possible dans la main des usagers et on mesure l'impact et on itère. C'est absolument génial, enfin ce qui est absolument génial en tout cas avec cette méthode, c'est que vous avez un alignement garanti avec le besoin. Et ça, c'est un des gros problèmes des administrations, qui ont parfois tendance à oublier qu'on sert des usagers et pas uniquement des processus administratifs, et que donc il faut tenir compte des usages et des usages réels, et pas uniquement des contraintes de l'administration, si on veut que les services à la fin soient utiles et utilisables. Donc, au départ, quand on met cette méthode en place, ça fait un appel d'air. On va vite, on est centré utilisateur, on a de l'impact. Mais assez rapidement, on se heurte au mur de la réalité. Alors, le premier problème, moi, personnellement, que j'ai rencontré, c'est qu'une équipe intégrée, comme je viens de vous le décrire, ça coûte cher. En tout cas, on ne peut pas se permettre de la multiplier à l'infini. Et puis, plus fondamentalement, en faisant ça, vous décentralisez totalement la stratégie, qui ne devient plus que guidée par les réponses des premiers usagers sur le très court terme. Et tout ça, ça a deux conséquences majeures. La première, c'est que d'une part, tout ce que vous faites, c'est créer des îlots d'agilité dans un océan de dettes, avec tous les problèmes humains que ça pose, puisque vous avez une opposition entre les quelques chanceux qui auraient été sélectionnés et puis tout le reste du monde à qui on n'a absolument rien à proposer. Et d'autre part, même ces petits îlots, ils vont se fracasser contre la complexité du paquebot dès qu'on va vouloir passer à l'échelle. Et en fait, ça arrive très vite. Par exemple, dès qu'on va essayer de s'amarrer pour intégrer l'annuaire, le centre de support, les infrastructures managées. Et donc c'est là qu'est venue la conscience dont je veux désormais vous parler. Qui est qu'on ne va jamais pouvoir aider notre paquebot en difficulté en ajoutant quelques hors-bords performants à côté. Alors, je vous accorde que cette illustration n'est pas la plus claire de ma présentation, mais ce que j'ai voulu représenter ici, c'est le cœur de mon message et de ma problématique. La réalité, c'est qu'une organisation pyramidale et pilotée par le haut produira toujours des applications monolithiques, silotées et redondantes. Ça a été une révélation pour moi. En réalité, c'est un principe sociologique qui est très connu et qui porte le nom de loi de Conway. L'énoncé, c'est le suivant. Toute organisation qui conçoit un système au sens large, pas forcément un système d'information, va concevoir une structure qui sera la copie de sa structure de communication. Et moi, j'étais en plein dedans. Mon problème, c'était pas la tech, c'était pas les gens, c'était pas les compétences, les méthodes de travail, c'était la gouvernance et l'organigramme. Alors, avoir une révélation comme ça, en plus qui consiste à découvrir un principe connu depuis 50 ans, ça c'est la partie facile. Ce qui est plus compliqué, c'est ensuite d'arriver à l'appliquer au sein d'une administration centrale. Le premier obstacle que j'ai rencontré, il est bien sûr humain, comme dans toute transformation. Quand vous annoncez une réorganisation, vous n'êtes pas juste en train d'hacker un organigramme, vous allez aussi hacker des carrières, des statuts, des acquis, et la réaction majoritaire dans ce cas-là, c'est la peur. La peur de perdre en expertise, en position sociale, même juste en titre. Et le deuxième obstacle, il est politique, parce qu'on ne fera pas changer de direction à notre paquebot sans un mandat assez fort, et puis sans de la visibilité sur plusieurs années. Et pour ça, il va bien falloir doser entre les résultats concrets à court terme qu'on peut promettre et le changement d'orientation à long terme. Et dans mon cas, j'ai utilisé une méthode relativement éprouvée qui consiste à prendre un projet à très fort impact et très forte visibilité
comme cheval de Troie, pour contourner tous ces obstacles. Alors, en l'occurrence, c'était un projet de création d'un observatoire du spectacle vivant, qui consistait à remonter des données de toutes les billetteries du secteur. Et il se trouve que c'est une problématique qui avait traumatisé le ministère lors de la crise Covid, parce qu'on était incapable de connaître en temps réel l'impact des mesures sanitaires sur le secteur. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce projet, c'est que ce traumatisme, il faisait qu'on était prêt à m'accorder des moyens, et puis un fort appui politique, à la condition évidemment de délivrer un résultat. Et en l'occurrence, c'était délivrer une première version de l'Observatoire sous un an. Donc grâce à mon cheval de Troie, j'ai eu le droit de recruter un directeur de projet et surtout de changer globalement la stratégie de transformation pour aller vers quelque chose d'un peu plus radical, de beaucoup plus radical. Ça s'est déroulé en 3 actes et globalement sur un peu plus de 3 ans. Le premier acte, c'était la construction du nouveau squelette. C'est-à-dire que plutôt que de nous lancer, comme d'habitude, dans un nouveau projet applicatif pour notre observatoire, on a pris le temps de dessiner une architecture technique complète, cible pour notre système d'information. Donc on est parti d'une démarche d'urbanisation d'entreprise, c'est-à-dire qu'on définit les grandes missions du ministère, du coup on en déduit les grandes missions, les grandes activités que le DSI doit soutenir. Et ensuite, on a imaginé les fondations communes pour ces activités. Alors, on n'a pas réinventé la roue, hein, concrètement. Ça voulait dire 3 nouvelles couches, une infrastructure de données, une couche DevOps, enfin un outillage DevOps, et une infrastructure cloud basée sur des services managés. Rien de révolutionnaire. Hein. Et on a livré, par contre, ce premier projet en respectant ce modèle en couche. Ça nous a pris une grosse année. Le deuxième acte, qui là pour le coup est certainement le plus fort, ça a été de redessiner complètement l'organigramme. C'est-à-dire qu'une fois que la V1 du projet a été livrée, j'ai dissous l'équipe et découpé ma nouvelle application pour l'envoyer dans différentes nouvelles équipes. Donc on a créé nos 3 équipes, données, DevOps, Cloud. Et puis plus globalement, on a redessiné tout l'organigramme pour qu'il serve notre nouvelle architecture. Donc on a tout découpé en petites équipes pluridisciplinaires sur le modèle des startups d'État. Vous avez une partie des équipes qui sont les équipes applicatives, qui servent donc les utilisateurs externes. La complexité pour celle-ci, c'est de trouver le bon découpage qui va à la fois permettre une très grande autonomie de chaque équipe, tout en forçant tout le monde à se parler tout le temps parce que sinon vous resilotez. Et une autre équipe, et l'autre partie des équipes sont des équipes plateformes, donc qui servent des utilisateurs internes à la DSI. Alors pour moi, c'est là que se situe le cœur de la difficulté dans la transformation, parce qu'en l'occurrence, c'était des équipes entièrement nouvelles. Donc on a eu la chance de pouvoir compter sur 2 ou 3 personnes qui ont réussi à sauter le pas de la transformation, mais globalement, ces équipes, elles ont été essentiellement construites avec des recrutements externes. Et donc, personnellement, c'est ce qui a pris la majorité de mon temps de travail pendant 1 an, c'est-à-dire de trouver des gens, les convaincre de nous rejoindre, les embarquer, et puis ensuite les protéger pour garder le cap dans cette période de transition. Et puis le troisième acte, ça a été la bascule complète dans le nouveau modèle opérationnel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait nos équipes réellement constituées et avec des gens dedans, j'ai changé les processus pour tenter de débrancher totalement le mode projet, en demandant à tout le monde d'arrêter de venir nous présenter des budgets et des plannings sur plusieurs années basés sur un résultat final à atteindre, et à la place en forçant un pilotage par le temps, c'est-à-dire qu'on a demandé à tout le monde de préparer des feuilles de route à 6 mois, et en mettant en place une gouvernance qui impliquait les utilisateurs finaux pour valider ces feuilles de route. Et donc avec cette bascule finale, on a fondamentalement changé la mission et la posture de la direction numérique. Avant, on était un centre de coûts qui livrait des projets avec comme ambition centrale de respecter les budgets et le cahier des charges, ce qui est évidemment infaisable, en tout cas dans la position dans laquelle on était. Et après, on a commencé à être vu comme un partenaire stratégique des métiers. Donc on travaillait d'égal à égal, avec une ambition commune qui était l'impact des politiques culturelles.
Et on disait plus voilà ce qu'on va faire pour vous, mais voilà la capacité qu'on a construite, enfin la capacité à faire, les compétences dont on dispose, et qu'est-ce que vous voulez en faire pour les 6 prochains mois. Donc ça inverse totalement les rôles. Alors évidemment, tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et il faut beaucoup d'accompagnement. Attention, là je ne parle pas d'accompagnement au sens formation du terme. C'est la grosse différence entre le modèle, enfin le plan en 3 axes que je viens de vous raconter et le modèle des startups d'État. Si je le résume, c'est qu'on introduit le long terme dans le système. On continue de piloter par le court terme. Ça, c'est le modèle des startups d'État. Mais chacun de nos petits pas guidés par le terrain, il se fait autour d'un squelette qui a été pensé pour être le plus complet et durable possible. Ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais dans mon cas, c'est précisément là que se sont rencontrées toutes les tensions accumulées dans le système. Ces tensions, c'est celle d'équilibrer entre le build et le run au sein de nos feuilles de route à 6 mois. C'est aussi l'équilibre entre les équipes applicatives, qui elles sont tirées par l'urgence et les besoins immédiats, et les équipes plateformes, qui veulent de la maintenabilité et de la cohérence à long terme. Et c'est les tensions aussi entre les opérationnels du ministère, donc nos utilisateurs, qui globalement adorent la méthode des petits pas guidés par le terrain, ça, il n'y a pas de sujet. Mais il y a une tension avec le management stratégique qui, lui, veut des jalons, de la prévisibilité et un plan clair dont on a prédéfini les résultats. Et donc pour gérer ces tensions, il faut agir sur plusieurs niveaux. Alors moi, sur le plan stratégique, je vous ai dit que j'ai pu m'appuyer sur une gouvernance numérique forte qui représentait l'ensemble des directeurs du ministère et dont j'avais la chance qu'elle me fasse confiance. C'est une raison un peu bête, mais ça, c'est l'avantage d'avoir acheté des ordinateurs portables pour tout le monde lors de la crise Covid. C'est certainement pas le projet le plus compliqué que j'ai eu à mener, mais les gens m'en ont été éternellement reconnaissants. Et sur le plan, donc ensuite, voilà, sur le plan tactique, ça correspond à peu près à ce que je viens de vous expliquer. La vraie difficulté, c'est d'accepter le temps que tout ça prend. Globalement, dites-vous que ça prend 2 fois plus de temps que ce que vous auriez pu imaginer. Et ça implique du coup de construire une trajectoire qui vous permet de cranter régulièrement des choses et d'afficher des résultats positifs tout en continuant à travailler sur le gros œuvre. Et sur le plan opérationnel, là je me suis appuyé beaucoup sur une équipe dédiée qui initialement était l'incubateur de start-up d'État du ministère et qu'on a progressivement repositionné pour en faire un centre de compétences sur tous les savoir-faire de coaching, design, management de produits. Alors, l'histoire que je viens de vous raconter, elle s'est déroulée du coup de mi-2021 à quand j'ai publié mon offre de recrutement pour mon directeur de projet, à mi-2024, quand on a réellement fait la bascule dans le nouveau modèle opérationnel. Et moi, j'ai quitté le ministère au 2e trimestre 2025. Donc, j'ai un peu moins d'1 an de recul après la bascule. Ce qui fait que j'ai pas un recul hyper important sur les résultats, mais je voudrais quand même mentionner plusieurs dimensions. La première, c'est l'attractivité RH. Avant, recruter un DevOps ou un Data Engineer au ministère, c'était un enfer. Et à partir de 2023, quand on a commencé à communiquer sur notre projet, j'ai commencé à recevoir des candidatures spontanées de gens qui voulaient nous rejoindre. Et on a enfin pu commencer à réinternaliser des compétences techniques qui avaient totalement disparu du ministère. Le deuxième axe, c'est l'image interne de la DSI, et puis accessoirement aussi ma propre qualité de vie au travail. On est passé d'un service qui dit non et qui coûte cher au service à qui vous apportez tous les problèmes les plus importants. Et ça, pour quelqu'un comme moi, c'est le rêve. Vous arrêtez de passer votre vie dans des comités de pilotage sur des projets dont on a même oublié l'origine du besoin, pour vous concentrer sur le management, les objectifs stratégiques et la priorisation des résultats clés. Et le troisième, c'est quand même la vélocité, qui était un des objectifs majeurs. Alors, j'ai pas une métrique scientifique à vous proposer, malheureusement. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que dans l'ancien système, le moindre projet, il se comptait en années. Et j'avais dans le portefeuille de projets des projets qui étaient lancés depuis plus de 10 ans.
Un des derniers projets que j'ai lancé, enfin que j'ai pu suivre, on va dire, suffisamment complètement, ça a été notre comparateur de modèles de langue, Comparia, pour ceux qui connaissent. On a eu une première version livrée en 6 mois tout compris, c'est-à-dire en incluant les 4 mois de phase d'investigation et de constitution de l'équipe. Donc concrètement, entre la fin de l'investigation et la mise en production d'une première version, ça a pris moins d'1 mois. C'est pas très scientifique, mais c'était totalement inenvisageable dans le modèle précédent. Alors, tout ça étant dit, je voudrais quand même être honnête avec vous. Le point d'arrivée auquel on est arrivé, il est assez sensiblement différent de mon objectif initial. Et j'ai dû progressivement abandonner l'idée de mettre en place une culture produit au sens pur du terme. Pour donner un seul exemple, on a conservé des livrables dans nos roadmaps. Et puis plus généralement, une mentalité qui consiste à piloter des réalisations et pas de l'impact. Est-ce que c'est parfait? Non, mais ça marche. Et on est obligé de faire des compromis. Et je pense que l'immense majorité d'entre vous est dans ce cas, parce que mon sentiment est que c'est un sujet qui est systémique. Les dirigeants, les directeurs informatiques, les politiques, il y a très peu de gens qui ont une culture du résultat. Je suis peut-être dans une bulle complète, mais autour de moi, la culture majoritaire, c'est celle du contrôle. Et de ce point de vue-là, une roadmap avec des jalons bien définis sera toujours plus rassurante qu'un OKR. Ça montre qu'on a un plan, ça permet de faire des annonces. Le message que je veux vous faire passer, c'est qu'il faut avoir conscience du cadre dans lequel vous agissez. Et surtout, pas chercher comme moi à appliquer une méthode parfaite d'un point de vue théorique. Ces méthodes théoriques, il faut les étudier. Il faut les étudier pour les comprendre, surtout, en profondeur. Mais ça doit servir à une seule chose, c'est en voler les 20% qui vont vous donner 80% de la valeur. Et jeter tout le reste sans pitié, même si ensuite on vous regarde un peu bizarrement dans des événements produits. Alors, voilà, j'espère que... C'est la fin de mon histoire. J'espère que tout ça n'était pas trop fouillis. Mais si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est que tenter de faire du mode produit en touchant qu'à la culture ou au processus, c'est comme vouloir essayer de faire de l'eau chaude sans toucher à la plomberie. Au mieux, vous allez avoir une bonne bouilloire dans un coin de la pièce. Et donc, il faut absolument vous intéresser à l'architecture du système d'information. Et donc à l'organisation, enfin à votre organisation. Et mon conseil, c'est d'essayer de voir les choses ainsi. Votre prochain produit, votre prochain grand produit, c'est pas une nouvelle feature, c'est une nouvelle version de l'organisation. Une version qui accepte de lâcher le contrôle, de pas tout savoir, de pas tout maîtriser, mais qui permet de répondre à des besoins qui par nature sont incertains et extrêmement évolutifs. Donc voilà, pour conclure, arrêtez de piloter des transformations ou des OKR, concentrez-vous sur construire une capacité à faire durable, et ça c'est la leçon un peu la plus dure de la loi de Conway, on a toujours le système d'information que notre organisation mérite. Merci beaucoup.